est professeure d'histoire du Proche-Orient ancien à l'Université Paris 1. Elle est membre du laboratoire ARSCAM. Alors pour présenter rapidement ses recherches, elle a consacré son habilitation au lien entre archives, société et environnement au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Concernant plus spécifiquement l'histoire des femmes et du genre, elle a dirigé un dossier avec d'autres chercheuses qui était consacré à la question des liens entre femmes, culture et société dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l'Antiquité, donc qui est un dossier sorti en 2009 dans la revue Topoi. Elle a publié ensuite plusieurs articles sur les femmes dans les documents de Nuzzi, je ne sais pas si je prononce bien, qui sont produits au XIVe siècle avant Jésus-Christ, donc dans l'Irak actuel, ou encore des articles sur les femmes et l'écrit en Mésopotamie. Et donc plus récemment, elle me signale aussi un colloque sur les femmes et le travail dans le Proche-Orient ancien, dirigé avec Cécile Michel et qui a été publié en 2016. Et donc dans sa communication aujourd'hui, elle va s'intéresser au genre des migrations dans l'histoire du Proche-Orient antique d'une manière générale et montrera que les femmes se déplaçaient à plusieurs titres et qu'il y avait vraiment trois aspects de ces mobilités sur lesquels elle va ici insister, donc déplacements commerciaux, les déplacements impliqués par les mariages royaux et enfin tout ce qui relève des déportations de populations civiles, déportations auxquelles les femmes participaient aussi. Merci beaucoup. Merci à Mnemosyne en général et aux organisatrices en particulier. Et merci également au Musée de l'Histoire de l'Immigration qui nous accueille. Alors, j'avoue que quand j'ai été contactée pour participer à cette table ronde sur ce thème, j'ai dit oui, mais j'ai été très perplexe parce que je me suis demandé ce que j'allais pouvoir dire. Comment lance-t-on le pourquoi quand je clique ? Merci. Alors, évidemment, quand on travaille sur le Proche-Orient ancien, on a un champ d'études de 3 000 ans d'histoire, en gros, même si on est assez vite spécialisé, chacun dans un domaine. Et on a beaucoup de sources. Je vous ai mis un petit diaporama avec les découvertes de tablettes cunéiformes. Ce n'est pas les découvertes de toutes les tablettes, c'est juste les sites où on a plus de 500 tablettes. Alors, évidemment, à l'échelle de 3 000 ans d'histoire, il y a évidemment beaucoup de grandes migrations de population, mais qui sont extrêmement difficiles à étudier parce que, précisément, elles sont peu documentées par l'écrit. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les tablettes qu'on a reflètent le discours des élites urbaines, et que les gens qui migrent n'écrivent pas. Alors, quand des sédentaires bien installés dans les villes voient des populations qui bougent et qui arrivent quelquefois de façon massive, évidemment, on a un discours qui est très négatif, peur de ces gens qui arrivent, des discours assez stéréotypés, quand on voit des populations nomades qui se déplacent, ce sont des gens qui ne connaissent pas le grain, évidemment qui sont éleveurs, qui n'enterrent pas leurs morts, etc. Mais ça reste très général, et dans ce discours, il n'y a pas grand-chose qui concerne les femmes ou les hommes, on n'a pas ce genre de distinction. Je signale quand même, sur cette peur des migrants, qu'au XXIe siècle, avant notre ère, les rois d'Our, tout à fait dans le sud de la Mésopotamie, ont fait construire un mur. Quand ils ont vu arriver les populations amorites, ils l'ont appelé le mur des Amorites. Alors c'était peut-être d'anciennes défenses qui renforçaient, mais on construisait un mur contre les migrants. Et évidemment, ça n'a servi à rien, puisque l'Empire d'Ur III s'effondre de toute manière, et sur les ruines de l'Empire d'Ur III naissent plusieurs petits États, dont les dirigeants sont tous des Amorites. Et donc ça, c'est le deuxième problème qu'on a, c'est-à-dire que quand les migrants sont installés quelque part, eh bien, ils se coulent un petit peu dans le moule mésopotamien, en tout cas suffisamment pour se mettre à écrire sur tablette d'argile, en cunéiforme, etc. Et du coup, on a leur documentation, mais ils ne sont plus des migrants, ils sont sédentarisés depuis déjà plusieurs générations. Donc, dans les études consacrées à ces phénomènes, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose sur le genre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas vues, mais enfin, en tout cas, ça ne saute pas aux yeux. Alors, il faudrait interroger nos collègues archéologues, parce que peut-être du point de vue de l'archéologie, on peut trouver des choses, mais je pense que les études archéologiques demandent à croiser là, des catégories de genre, d'ethnicité, et les critères mis en œuvre ont été beaucoup rediscutés et sont beaucoup moins évidents qu'il n'y paraît.
On a quelquefois aussi des migrations de moindre amplitude. Par exemple, au début du 2e millénaire, on voit qu'il y a des gens du sud mésopotamien qui remontent vers la région de Babylone, donc disons du sud de l'Irak actuel vers le centre de l'Irak actuel. On ne sait pas pourquoi, on sait qu'il y a eu des troubles politiques, on pense que le cours de l'Euphrate et des différents bras de l'Euphrate ont migré, ce qui a pu provoquer des problèmes écologiques, et notre collègue Dominique Charpin, qui est professeur au Collège de France, s'est mis à traquer les migrants dans les sources, donc trouve des gens qui ont remonté, remonté vers le nord, qui ont changé de ville. Donc là, il faudrait reprendre le dossier en détail pour voir si on peut faire des études de genre sur ce micro-dossier. Une des tablettes qui a été publiée il y a une quinzaine d'années montrait une chose intéressante, par exemple, c'est que des gens venus de Larsa, qui est tout à fait dans le sud de l'Irak actuel, quand ils remontent vers Sipar, qui est dans la région de Babylone, peuvent divorcer. On a le cas d'un couple qui divorce, et pour divorcer, ils vont devant les juges de Larsa, donc des juges de leur communauté qui ont aussi migré, et ils divorcent selon la coutume du Sud. Ce qui est intéressant parce que le droit du mariage n'est apparemment pas le même dans le Nord et dans le Sud, donc on a ces migrants qui restent groupés et qui gardent leurs droits, même en remontant vers le Nord. Alors, comme l'a dit Delphine Diaz, j'ai un petit peu biaisé en étudiant des dossiers qui sont autres que ces grandes migrations, avec des mouvements plus limités. Donc, comme elle a déjà présenté en gros les 3 axes, j'y passe directement. Le premier sujet que j'ai envisagé, c'est celui du commerce à longue distance. Alors, j'ai mis des cartes pour fixer les idées. Le plus beau dossier qu'on ait, c'est un dossier qui date du 19e et 18e siècle avant notre ère, avec des marchands qui font du grand commerce en partant de la ville d'Achour, qui est dans le nord de l'Irak actuel, vers la ville de Kanish, qui est en pleine Anatolie, donc en pleine Turquie actuelle. Ça fait un trajet de plus de 1000 km et des caravanes d'ânes et d'hommes qui se déplacent pour vendre 2 produits essentiellement, de l'étain qui vient de beaucoup plus loin, qui vient d'Afghanistan, et des étoffes qui viennent soit d'Achour même, soit du sud de la Mésopotamie. Et les archives de ces gens ont été découvertes au point d'arrivée des caravanes, c'est-à-dire à Kanesh, en Anatolie. Alors là, on a des choses intéressantes sur ce dossier, parce que ce sont plutôt les hommes qui se déplacent et leurs femmes qui restent à la maison à Achour. Et c'est une des raisons qui explique déjà qu'on ait de la documentation, puisque quand dans un couple, les 2 partenaires vivent sous le même toit, eh bien, ils ne s'écrivent pas, ils se parlent, et donc nous n'avons pas d'informations. Et c'est un des problèmes qu'on a pour faire l'histoire du Proche-Orient ancien, l'histoire de la vie privée, l'histoire de la famille, l'histoire du couple. En général, on a peu d'écrits. Et là, justement, du fait que les gens sont séparés, ils s'écrivent. Alors bien sûr, les marchands écrivent aussi à leurs frères, à leurs pères, à leurs fils, à leurs partenaires commerciaux, mais également à leurs épouses. Et donc, on voit très bien l'implication des femmes dans ce commerce. Mais c'est un des très beaux dossiers qu'on a pour tout ce qui est vie privée, études sur le mariage, etc. On voit aussi une situation particulière des mariages. Le marchand, loin de chez lui, à Kanish, prend parfois une 2e épouse, dans des sociétés qui sont très majoritairement monogames. C'est un des cas de sociétés où les hommes deviennent bigames. Alors ils ont une femme à chaque bout de la chaîne commerciale qui ne se voit jamais. C'est parfaitement connu, hein, ce ne sont pas des gens qui mènent une double vie. Et les femmes ont un rang différent, l'épouse assyrienne étant la première épouse, et l'épouse qu'ils prennent en Anatolie, que ce soit aussi éventuellement une assyrienne ou bien une anatolienne, et la seconde épouse. Et éventuellement, quand le marchand part, on dirait aujourd'hui prendre sa retraite à Achour, enfin se retire des affaires, ou bien retourne à Achour pour prendre la direction de la firme, eh bien il laisse en Anatolie sa seconde épouse et ses enfants. Certaines femmes assyriennes vont vivre en Anatolie, et dans ce cas-là, elles s'engagent à suivre leur mari partout où il va. Et il est bien spécifié dans certains contrats que le mari peut avoir une épouse, 2 épouses, mais pas plus. Et son épouse anatolienne, éventuellement, doit le suivre dans ses déplacements à l'intérieur de l'Anatolie. Et puis un aspect qui a été beaucoup mis en valeur ces dernières années, c'est le rôle des femmes assyriennes dans le commerce. Alors, ça avait déjà été étudié par Paul Garelli dans les années 70, qui avait parlé de femmes d'affaires pour les épouses des marchands assyriens. Ces femmes participent véritablement au commerce, elles investissent et elles fabriquent elles-mêmes, elles et toutes les femmes de leur maison, des étoffes. Et alors là, c'est un dossier qui a été quand même repris en détail ces dernières années, notamment avec toutes les études sur le textile qui ont été développées à partir des années 2000 à Copenhague, au Centre pour les recherches sur le textile, avec de l'archéologie expérimentale et avec des questions très concrètes qui se posent, c'est-à-dire il faut combien de temps pour filer 1 kilomètre de fil, pour monter un métier, pour tisser une étoffe, de quel poids, ça coûte combien, etc. Et là, on voit vraiment le rôle des femmes
pas seulement comme assistantes de leur mari dans le réseau de commerce, mais comme vraiment étant pleinement intégrées à ces circuits économiques. Voilà. Donc ça, c'est un des dossiers et les développements récents. Deuxième dossier, qui est peut-être un peu plus aux limites du sujet, c'est celui des mariages dynastiques. Alors, on hésite là à parler de migration, parce que ce sont des déplacements qui ne touchent pas des masses de personnes. En tout cas, ce sont des déplacements genrés, puisque ce sont toujours les femmes qui voyagent et qui vont rejoindre leurs époux. Donc, ça fait partie intégrante des relations diplomatiques. C'est connu depuis le 3e millénaire avant notre ère avec les archives d'Ebla, au 2e millénaire avec les archives de Marie et d'El Amarna qui viennent d'Égypte, puisqu'on trouve l'attestation de ces mouvements jusqu'en Égypte. C'est connu au 1er millénaire avec les rois assyriens. Et les femmes font des centaines, voire des milliers de kilomètres de chez elles, enfin plus du millier, pour aller rejoindre leur époux. Et elles ne partent pas seules. Alors le nombre de personnes qui les accompagnent varie. À Marie, on a une fille du roi qui emporte en dot 8 personnes, 8 femmes de sa suite, dont une femme scribe quand même, pour continuer à correspondre avec sa famille. Quand on est à El Amarna, c'est en gros l'époque de Toutankhamon, ou l'époque qui précède immédiatement. Le roi de Babylone, le roi du Mitanni, donne à sa fille en dot 300 personnes, donc 270 femmes et 30 hommes, donc ça commence à devenir un déplacement conséquent. Alors, ces mariages ont été étudiés beaucoup dans le cadre des relations internationales. Je vous donne une petite diapo avec un peu le réseau du roi de Marie, hein, qui est en Syrie actuellement, à la frontière avec l'Irak, avec un petit rond sur Alep, parce que le roi de Marie a lui-même épousé une princesse d'Alep, et puis dans le nord, dans la région du Rabour, des petits cercles violets pour tous les petits rois auxquels il a marié ses filles. Le roi de Marie avait plein de filles et les a mariés tous ses vassaux, ce qui était une façon de les fidéliser. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui étaient dans le cadre, je dirais, relations internationales, échanges cérémoniels aussi qui se font dans le cadre de ces mariages. Là aussi, le plus bel exemple, c'est dans les lettres de la Marna, où on a les rois du Proche-Orient qui réclament comme contre-don, quand ils envoient leurs filles, beaucoup d'or, puisque l'or égyptien intéresse tout le monde. Et il y a une princesse babylonienne qui, quand elle se marie, voit partir dans l'autre sens, vers la maison de son père, 600 kilos d'or, en objet bien sûr. Donc ça donne un peu une idée des échanges que ça a pu susciter. Au-delà de ces travaux sur les relations internationales, les études récentes ont insisté davantage sur la place de ces femmes dans leur nouvelle famille. Alors ça, c'était âprement discuté avant le mariage, puisque là, si la monogamie est de règle pour les particuliers, la polygamie est de règle pour les rois, avec une hiérarchie des épouses. Donc c'était très important de savoir quelle place aurait la jeune fille, la jeune princesse, quand elle arriverait dans une cour étrangère. Et les études récentes portent sur la question de savoir si ces femmes étaient juste des pions sur un échiquier politique qui les dépassait, ou bien si elles pouvaient avoir vraiment une marge de manœuvre au plan politique et au plan personnel. Quelle était leur capacité d'action politique? Est-ce qu'elles avaient possibilité d'exercer une forme de pouvoir, et par quel biais? C'est-à-dire que ça peut être par des conseils au roi, une participation à la prise de décision, ou bien des formes d'influence ou de négociation, en particulier par l'usage massif de la divination en politique. On se rend compte par exemple à Marie que les femmes font beaucoup de rêves qu'elles rapportent au roi, puisque ce sont des rêves à contenu politique. La princesse Alépine, qui a épousé le roi de Marie, pratique des formes de divination qui ne sont pas connues à Marie, mais qui viennent d'Alep, et donc elle explique au roi pourquoi ça marche, et pourquoi ces techniques de divination sont fiables. On a aussi dans ce dossier, mais moins bien connu, des cas de divorce, et donc de princesses qui doivent refaire le trajet dans l'autre sens et revenir chez leur père, mais là on a beaucoup moins de documentation. Et puis, dernier dossier, c'est celui des déportations de populations, alors qu'ils sont bien connus évidemment par la Bible, hein, les exilés du royaume de Juda qui partent à Babylone, mais qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Ça doit exister certainement depuis aussi longtemps que la guerre. Et en sumérien, le signe qui indique la servante ou l'esclave, c'est le signe de la femme plus le signe de la montagne. Alors comme il n'y a pas de montagne en Mésopotamie, c'est typiquement la femme qui vient de l'étranger qui est esclave. Quand il s'agit de déportation de civils, on emmène des populations entières, hommes et femmes, et donc y a-t-il des traitements particuliers pour les uns ou pour les autres. Alors là aussi, beaucoup de documentation à Marie pour le 2e millénaire, mais aussi beaucoup de documentation dans les sources médio-assyriennes pour la fin du 2e millénaire, néo-assyriennes, babyloniennes pour le 1er, etc. Alors là, les études de genre sont possibles, d'autant plus que les documents qu'on a sont établis par les vainqueurs,
Et les vainqueurs s'intéressent, quand ils déportent une population, au nombre d'hommes, au nombre de femmes, au nombre d'enfants, et on a leur classification. On peut avoir des listes nominales, des listes de familles, avec la composition de la famille, combien d'hommes, de femmes, d'enfants, etc., ou des comptes de déportés répartis par sexe et par tranche d'âge. Alors, on a quelques images, mais voilà, je crois qu'un exemple qu'on a qui vient de l'Empire néo-assyrien, hein, on déporte donc les hommes, plus de 300 hommes, les enfants qui sont classés par classe d'âge, c'est-à-dire en fait par taille, les enfants sevrés, les enfants au sein. Ce détail a son importance parce que souvent on fait ces listes pour distribuer des rations, donc les enfants au sein, on n'a pas besoin de les nourrir, mais les enfants sevrés, oui, un petit peu, et puis plus ils sont grands, plus ils mangent, et les femmes, bien sûr, ont des rations inférieures à celles des hommes, donc là, on voit très bien l'administration qui tient ces comptes. Lorsqu'un palais est pris, on déporte la population du palais, et dans la population d'un palais, qu'est-ce qu'on trouve? Essentiellement des femmes. Les palais sont des univers très féminins, enfin les résidents du palais sont souvent des femmes, et donc emporter les femmes du roi vaincu, c'est vraiment une marque de puissance, et on les intègre au palais du roi vainqueur. Alors ça peut être les épouses, mais ça peut être aussi les sœurs, les servantes, etc. Donc là on a vraiment une spécificité de ce milieu palatial, et par les textes de Marie, on voit que on fait un choix à l'arrivée, c'est-à-dire que la reine d'abord, puis un administrateur, quand même, le roi n'est pas trop sûr, est chargé de choisir les plus belles femmes pour le roi, et les autres, on les envoie au tissage, qui est donc la tâche féminine par excellence, et on retrouve ce rôle des femmes dans la production. Alors je reviens sur les images, voilà. Quand on a des images qui sont les grands bas-reliefs assyriens du premier millénaire, là on voit très bien la population déportée qui sort d'une ville, qui se fait chasser, mais qui emporte ses biens. C'est-à-dire qu'on déporte les gens par famille entière, et souvent c'est pour les réinstaller à l'arrivée. Donc on les déporte avec leurs biens, on va les déporter qui portent leur paquet, et quelquefois on les voit qui partent avec des chariots, ici à Lachish avec leurs dromadaires, avec les femmes et les enfants sur les chariots, pour les réinstaller à l'arrivée, pour les mettre sur des terres à cultiver, et donc ils ont déjà leur bétail, leurs affaires, etc. Donc là il y a beaucoup d'informations sur ces bas-reliefs, avec une attention vraiment portée aux détails, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vêtements, à la coiffure de toutes ces populations étrangères. Quand on a un regroupement par famille qui est conservé, on a quelquefois un traitement spécifique pour les femmes. Donc là, on arrive à l'époque perse, donc pour nous c'est tardif l'époque perse, et on voit un traitement pour les femmes qui ont donné naissance à Persépolis, donc les femmes qui viennent d'accoucher, il faut leur donner de l'orge, et la suite du texte d'ailleurs montre que les femmes qui ont accouché de garçons ont des rations plus importantes que les autres. Alors, bon, là il y a eu beaucoup d'historiographie sur la question, beaucoup d'historiographie aussi sur l'ethnicité, et vous voyez derrière aussi tout ce qu'on peut avoir en perspective avec la Bible. Donc on cherche, il y a un collègue Ranzadok qui a beaucoup travaillé justement sur ces groupes ethniques de gens qui ont été déportés, alors qu'on piste à partir des données néo-assyriennes, néo-babyloniennes, à partir des noms aussi des gens. Et tout récemment, je termine là-dessus, parce que c'est un livre qui a été très important en 2014, publication d'un dossier de documents malheureusement provenant de fouilles clandestines, donc on ignore l'origine précise des tablettes, mais qui concerne des exilés du royaume de Juda, qui ont été implantés en Babylonie, donc les gens ont bien été déportés sur les fleuves de Babylone, et on a des archives qui ont été produites à leur point d'arrivée. D'après la critique interne des documents, ça viendrait de la région de Nippur, donc sud de l'Irak actuel, et on voit que ces gens ont été implantés dans différents villages, dont un village qui s'appelle Al-Yaroudou, ce qui veut dire la ville des Judéens quand même, et on a des archives de familles. Et donc on voit que ces gens se marient, mais au bout d'une génération, marient leurs filles à des Babyloniens, et donc finalement s'intègrent en grande partie dans la société babylonienne. Donc ça c'est la chose la plus fraîche qu'on ait sur la question. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps, mais c'était juste pour vous donner quelques pistes de recherche qu'on peut voir dans mon domaine. Merci beaucoup.